Donc, le sujet de ce soir, c'est qu'est-ce que peut apporter l'astrologie védique à l'Occident? Alors, on va essayer de répondre à cette question. Et pour cela, en fait, on va essayer de remonter aux, aux origines du Jyotisha. Pourquoi remonter aux origines du Jyotisha? C'est en fait, en allant à la source, en fait, on va comprendre ce que peut apporter cette connaissance, parce qu'en Occident, on a aussi une astrologie. Donc, le, le Jyotish, en fait, est une science annexe des Védas. Alors, le Jyotish, déjà, en sanskrit, qu'est-ce que ça veut dire? Jyotish, ça veut dire euh, la lumière, la lumière des corps célestes, la lumière des astres. Donc, c'est l'observation de des astres et leur, des phénomènes célestes et de leurs effets ou en fait de la synchronicité avec ce qui se passe sur la Terre. Et donc en cela, ça ressemble à notre astrologie. Déjà, pour répondre à la question, qu'est-ce que peut apporter l'astrologie védique en Occident? La première chose que je voudrais dire, c'est que cette astrologie n'est pas destinée uniquement à l'Inde. Elle vient de l'Inde, mais elle a quelque chose d'universel. Et d'où vient cette universalité? Elle vient des Védas eux-mêmes. Donc les Védas, ce sont les textes de l'Inde qui euh, rappellent la noblesse et comme tous les de l'être humain et en fait comme tous les écrits védiques, ils sont là pour aider au bon développement de la vie humaine sur la Terre. Dans les Védas, il y a beaucoup d'hymnes qui en fait sont utilisés pour les rituels et le fondement, le but de tous les grands rituels védiques, comme le yajna, c'est le bien-être de tous les êtres. Donc, et l'astrologie va être utilisée dans un premier temps pour savoir quand c'est le bon moment de faire le rituel. Donc on voit ici déjà un côté universel, puisque ça s'adresse pour tous les êtres et avec une dimension totalement désintéressée. Il n'y a pas là une vision de l'astrologie, qu'est-ce qui va m'arriver à moi, voilà, quelque chose de personnel. C'est vraiment toujours dans un objectif de progression pour soi, pour l'humanité, pour être tous ensemble. Et pour vous montrer ce caractère universel des Védas, je vais simplement vous rappeler juste vous dire deux, trois mots sur les hymnes qu'on trouve dans les Védas. Il y a un hymne qui dit « Tous les hommes sont frères. Personne n'est grand, personne n'est petit, tous sont égaux. » Et pour aussi reprendre deux hymnes qui clôturent le Rig Veda, je vais les lire en sanskrit, puis ensuite la traduction. Samgacchadvam samvadadvam samvo manaham si janatam deva bhagam yetapuve samjanana upasade. Avancez ensemble lorsque vous parlez les uns aux autres, que ce soit sans animosité. Conduisez-vous en percevant l'état d'esprit des autres. Ensemble, jouissez des richesses et des bonnes choses de la vie, telles que l'univers vous les donne. Un peu plus loin, Samaniva aku uti samana ridaya nivaha samana vastuvo mano yeta avasussaha sati.
Soyez unis dans vos buts, dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos émotions, et que votre unité se renforce sans cesse. Donc ici, on voit le Veda qui insiste sur l'unité et l'harmonie de l'humanité tout entière. Et donc l'astrologie va être au service de cela. Donc c'est une astrologie qui a une dimension universelle. C'est pour ça que cette astrologie védique peut intéresser l'Occident, et pas seulement l'Inde, c'est pour tous les êtres, et elle vise à une progression de l'individu, mais aussi de la société. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? C'est le Jyotisha est d'abord on peut dire une science mathématique, dans le sens qu'elle est reliée à l'astronomie, puisque c'est l'étude du mouvement des astres. Et l'étude du mouvement des astres va permettre de calculer le temps. Donc, d'ailleurs, les premiers traités qu'on retrouve en sanskrit dans les textes védiques, ce sont plutôt qui concernent le Jyotisha, sont des traités astronomiques. Le premier, c'est le Vedanga Jyotisha. Dans le Veda lui-même, il est fait référence au Jyotisha dans l'Atharva Veda, qu'on appelle le livre des charmes, si on peut dire ainsi. On peut dire que cette partie du Veda a un esprit, on va dire, entre guillemets, un peu plus pratique. Et les nakshatras, c'est-à-dire les constellations qui sont traversées par les planètes, sont louées, et elles sont vénérées, on va dire, dans les hymnes, afin que tout le monde puisse connaître la prospérité. Donc, un des apports aussi de l'astrologie védique, du Jyotisha, c'est une notion du temps qui est différente de celle du temps moderne aujourd'hui, ou du temps occidental, parce que la vision du temps védique, on peut la résumer en 3 mots. C'est une vision d'un temps qui est éternel, c'est-à-dire qui n'a ni début ni fin, qui est cyclique, c'est-à-dire que dans la cosmogonie védique, le temps est conçu d'une manière cyclique, et on va en parler d'ailleurs de ces cycles tout de suite. Et aussi, le troisième caractéristique, c'est dégénérescent, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui est créé, qui est parfait, et qui, petit à petit, se transforme jusqu'à après être plus en plus dans l'imperfection, et être dissous et repartir. Donc, on peut voir que dans cette vision du temps, en fait, il y a aussi trois forces: une force de création, une force de maintien, et une force de destruction. Donc, dans la mesure du temps védique, c'est quelque chose d'assez précis, et quelque chose de très, on peut dire, je dirais assez remarquable, parce que le temps, il est composé, en fait, il est composé au niveau, je dirais, humain, au jour le jour. En fait, c'est des temps de 48 minutes qu'on appelle muhurta, et 30 muhurta, ça fait une journée. Mais il existe des unités de temps qui sont de l'ordre du millionième de seconde, et des unités de temps qui sont de l'ordre du trillion d'années. Donc, je vais vous montrer là, partage d'écran. D'accord. Voilà. Donc là, est-ce que tout le monde voit?
Donc, les cycles du grand temps. Là, on est vraiment dans le très grand temps. Donc, on peut dire qu'il y a 4, vous voyez, les yugas. Un Mahayuga est composé de 4 yugas, 4 ères. Donc, il y a le Satya Yuga, qui fait 1 728 000 années humaines. Et puis après, vous avez le Treta Yuga, qui fait 1 296 000 années. Et puis le Dvapara Yuga, qui fait 864 000 années. Et le Kali Yuga, 432 000 années. Et donc, dans ces ères, évidemment, il y a aussi des cycles. Et c'est très intéressant de se plonger dans la recherche. Il y a des grands sages qui l'ont fait, et c'est quelque chose que peut-être un jour à l'université on pourra travailler. Donc, et c'est, comme je vous l'ai dit, d'une manière dégénérescente, c'est-à-dire que dans ce Satya Yuga, on appelle ça l'âge de vérité, l'âge de la perfection, et ensuite le Treta Yuga. Là, déjà, certaines valeurs sont altérées, on appelle ça l'âge de l'héroïsme. Et puis le Dvapara Yuga, là, il commence à y avoir de plus en plus les valeurs du respect des lois de l'univers, ce qu'on peut appeler les valeurs du Dharma, qui sont moins respectées. Et le Kali Yuga, c'est l'âge où, en fait, il y a le plus le moins de respect des valeurs du Dharma. Et donc, à la fin de ce Kali Yuga, de nouveau, on repart donc dans ce cycle. Donc, cette description du cycle, il est dans le Surya Siddhanta et dans les Puranas. Et cet ensemble, donc ce Maha Yuga, forme à lui-même un Manvantara. Et 71 Manvantara, ça forme un seul Kalpa. Donc, ça fait 4 milliards 320 millions d'années. Vous voyez, donc c'est immense. Et deux kalpas, ça fait une journée de Brahma. Et on dit que la vie de Brahma, c'est de 311 trillions d'années. Donc, tout ceci pour dire que le temps, il est vu dans une dimension cyclique. Et en plus, le temps, il a une qualité. C'est-à-dire que le temps, il est vu dans cette vision dynamique du cycle d'une manière éternelle. Donc, les cycles se répètent. Pour simplifier, on peut dire ce qui est intéressant, c'est de voir cet aspect de création, de préservation, de destruction qui est en permanence. Et donc, ces forces, en fait, ces 3 forces, qu'on peut relier aussi au guna, aux qualités de la manifestation, sont en perpétuelle, on va dire, interaction. Et donc, les forces, chaque moment, en fait, du temps est porteur d'une qualité. Donc, le Jyotisha a pour but de choisir le moment qui va être le plus propice. Donc, évidemment, au tout début, comme je vous l'ai dit, c'était avec cette dimension universelle et désintéressée de choisir le meilleur moment pour le bénéfice de tous les êtres. Mais on peut aussi l'appliquer, en fait, pour toutes les actions de notre vie, puisque fondamentalement, on aspire tous à une progression, à une vie. Il est dans le Jyotisha, une des composantes essentielles, c'est ce qu'on appelle Muhurta ou l'astrologie élective, qui va être de choisir le bon moment pour nos actions. Et donc, on va voir que les cycles, c'est quelque chose qui sont essentiels et qui sont un objet d'étude de l'astrologie védique. Donc, il y a le cycle du Soleil, le cycle de la Lune, qui sont plus proches
là, on a vu le grand temps, hein, les cycles du grand temps, mais au niveau de notre vie, en fait, l'unité de temps, ça reste l'année aussi dans le calendrier védique par rapport au mouvement du Soleil. Donc, si on regarde le cycle du Soleil, on peut voir il est composé le Soleil va faire le tour du zodiaque en une année et il a, on peut dire, un mouvement où il est plus proche, où sa course va vers le nord et un moment où sa course va vers le sud. Au moment de l'équinoxe, il est vraiment à l'est et donc du 14 janvier jusqu'à peu près au 14 juillet, il va vers le nord. Et donc là, cette période est une période qui est considérée comme très propice pour lancer les actions, faire des grands événements, les grandes célébrations, parce que le nord symbolise l'immortalité et c'est là aussi où il y a plus de lumière. La durée du jour est plus grande, en tout cas dans l'hémisphère nord. Quand le soleil va plus vers le sud, donc c'est dans la période qui va du 14 juillet jusqu'à peu près au 14 janvier, ici, c'est une période qui est plus propice à récolter les fruits et à préparer la, la prochaine, voilà, le prochain cycle du soleil. Donc, la spécificité du Jyotisha et de son calendrier annuel, c'est qu'il est lunisolaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est euh, peut-être aussi très intéressant à étudier et qu'on n'a pas en Occident. C'est d'avoir un calendrier, pour moi, qui est complet, dans le sens qu'il intègre à la fois le Soleil et la Lune. Alors que notre calendrier est principalement et totalement solaire. Le calendrier védique est un calendrier lunisolaire. Et donc, en fait, il est composé de 12 mois, parfois 13, parce qu'il intègre le cycle de la Lune qui fait le tour du zodiaque, si on tient compte aussi du déplacement du Soleil. Donc c'est un cycle de 29 jours avec des phases différentes. Et donc on peut dire que d'une certaine façon, ce qui est remarquable, c'est que d'une année sur l'autre, dans chaque mois, les différentes phases lunaires correspondent au même endroit où se trouve la Lune d'une année sur l'autre. Par exemple, aujourd'hui, on va être dans la 13e phase de la Lune, dans la nakshatra Ashwini. Et si on prend le calendrier védique, dans un an, ça sera dans le même mois lunaire, on sera dans la même phase lunaire, on sera dans la même nakshatra. C'est un calcul qui est assez remarquable, mais qui fait que on peut dire le soleil qui représente la conscience, qui reste en fait fixe dans le sens qui est toujours, il rayonne toujours, et la lune va représenter la manifestation, celle qui est toujours en mouvement, qui se déplace, puisque la lune prend des formes différentes. Chaque année, dans chaque mois lunaire, il y a on va retrouver le même écart dans le même endroit du zodiaque. Donc ça crée, et il peut y avoir un tout petit décalage, mais globalement c'est vraiment au même endroit, et ça crée un rythme en fait qui est porteur de sens. Et donc à chaque moment est quand même unique, dans le sens que la position des autres planètes va aussi influencer, mais ce calendrier fait que on va célébrer chaque moment de la création avec ce rythme
des deux luminaires qui sont, on peut dire, les deux planètes qui nous parlent le plus. Soleil et Lune, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous touche directement au cœur. On ne peut pas imaginer, nous, que le monde serait sans le Soleil ou sans la Lune. Donc, ici, on a donc une dimension cyclique du temps avec une caractéristique du temps. Et donc, cette caractéristique du temps, elle a été étudiée par les sages d'une manière mathématique, mais aussi par leur pouvoir d'intuition, puisque ces grands sages ont dit que l'astrologie védique, dans son origine, c'est une astrologie révélée, comme le Veda, c'est-à-dire que ces grands sages avaient la connaissance, on peut dire, d'une vérité qui leur vient d'un pouvoir d'intuition qui vient d'une méditation au-delà de toute limitation personnelle. Donc il y a cette connaissance qui est aussi donc, qui est révélée, qui est transmise par ces grands sages et qui permet aux astrologues de définir la qualité du temps. Donc, pour nous, d'une manière pratique, en fait, il y a une invitation à choisir les bons moments pour faire nos actions. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément en Occident, mais qui est encore très répandu en Inde. C'est-à-dire, donc, pour tous les grands moments de la vie, choisir le bon moment, le moment opportun, où en fait, les forces de l'univers vont soutenir l'action que l'on veut mener, parce que ça fait partie de notre bien-être et de notre progrès. Voilà, il ne s'agit pas de le faire d'une manière qui soit égoïste, bien que l'homme ayant la possibilité de son libre arbitre d'une certaine façon, il peut toujours l'utiliser d'une manière qui ne va pas le soutenir, mais le but profond de l'astrologie, comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est au service du bien-être, du progrès de tous les êtres. Donc l'apport, me semble-t-il, qui est vraiment peu développé en Occident, c'est cette notion de choisir le bon moment pour faire les bonnes choses. Alors, comment on peut parler de bons moments? Pourquoi il y aurait des bons moments, des moments défavorables, et comment ça peut se définir? Là, ici, on rentre dans la notion de la loi universelle du karma, qui en fait s'applique à tous. Et cette loi, en gros, c'est tout ce qui a été semé doit être récolté. Et dans le temps, mais on sait, il peut y avoir un décalage, donc ça peut être dans la même vie, dans une autre vie. Et donc, tout ce qui a été mis en mouvement va créer une réaction. Et donc, on peut dire que toutes les forces, ces forces, en fait, peuvent être repérées par le mouvement des astres et leur interprétation. Donc, on va voir comment est constitué le zodiaque indien, parce que deux éléments fondamentaux du Jyotisha, c'est les planètes, qui sont les corps célestes qui se déplacent, mais c'est aussi les étoiles qui le traversent. Et il y a une sorte de magie dans l'univers, c'est que les 9 planètes traversent toujours le même ensemble d'étoiles. Donc, cet ensemble d'étoiles, à la base, il a été décomposé en 27 portions. Là aussi, c'est différent de l'astrologie occidentale.
qui a 12 signes. Donc, on va regarder ensemble. Je vais refaire un partage d'écran. Est-ce que... Voilà. Là, vous l'avez, le partage d'écran. Donc, vous voyez le zodiaque indien divisé en 27 portions qu'on va appeler les nakshatras. Et chaque nakshatra, on peut dire que c'est comme un portail vers une réalisation, on va dire, une potentialité de la manifestation. Donc, chaque nakshatra a ce qu'on appelle une shakti, un pouvoir. Donc, aujourd'hui, on est dans la nakshatra Ashwin. Voilà, vous voyez, c'est la première. Donc, d'ailleurs, je vais vous inviter à découvrir les nakshatras à partir de maintenant parce que on a la chance de commencer le zodiaque. La Lune se trouve dans cette nakshatra. Vous voyez, chaque nakshatra est représenté par un symbole. Donc, ici, c'est le symbole du cheval. Et vous voyez, il y en a 27. Et donc, les nakshatras par rapport aux signes occidentaux qui sont aussi utilisés dans l'astrologie indienne, 2 nakshatras à un quart forment un signe. Donc, ces nakshatras, chacune a, on peut dire, une coloration qui est reliée aux éléments, à la qualité de la force, et qui va donner des pouvoirs différents. Par exemple, Ashwini, c'est un pouvoir d'atteindre les objectifs, un pouvoir de guérison. La suivante, Bharani, transformer les impuretés. Puis ensuite, on a Kritika, qui est un pouvoir de vaincre la négativité. Et puis ensuite, Rohini, de soutenir la croissance. Vous voyez. Donc, il y a une potentialité à chaque fois qui est décrite d'une manière assez extraordinaire. Et donc, cette potentialité, les planètes vont passer dans ces étoiles, et chaque planète, en fait, va être un agent de la nature qui va refléter, qui va prendre, on va dire, l'énergie qui est dans de cette force des nakshatras, et ensuite qui donc peut avoir une influence sur les êtres. Et en fonction du karma de chacun ou de l'humanité, ça peut prendre une coloration qui va être positive ou négative. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'étudier la carte de l'humanité dans le temps présent, mais aussi la carte de chacun. Donc, c'est quelque chose qui est venu plus tard dans le temps, dans l'histoire de l'Inde, parce qu'une des forces aussi de l'astrologie indienne, c'est le fait que l'astrologie a toujours été une science qui est étudiée d'une manière ininterrompue à travers les âges et qui s'est enrichie de méthodes diverses, mais très efficaces pour lire on peut dire l'héritage karmique du moment ou d'un peuple. Et cet héritage karmique, il permet déjà d'accepter ce qui peut être vécu, mais ce qui est intéressant dans l'astrologie védique, cette dimension, c'est que tout n'est tout de même pas prédéterminé. En réalité, ce qui est le karma, il peut être, on peut dire qu'il y a une partie du karma qui peut être modifiée ou transformée parce que dans l'instant présent, chacun construit de nouveau le karma du futur. Donc, si l'être humain est dans une action qui est vraiment totalement juste, non seulement il peut s'extraire
de ce jeu du karma, mais aussi il peut avoir une compréhension des forces qui se manifestent et transformer les aspects du karma passé. Donc, dans un sens, on peut dire que l'astrologie restera toujours, pour ce qui est la lecture, même si elle a des outils extraordinaires, surtout l'astrologie védique, et je vais vous en parler, pour pouvoir connaître le karma, ça restera toujours une prévision ou une probabilité, puisque à chaque instant, l'être humain ou un groupe d'humains peut, tant que le karma n'a pas eu lieu, le transformer. Et dans l'astrologie indienne, c'est aussi un apport de cette astrologie, il y a toute une dimension, en fait, plein d'outils qui sont là, qui sont proposés pour transformer tous ces aspects karmiques. Donc là, vous avez de nouveau une présentation du zodiaque indien avec toutes les nakshatras. Donc là, je vais vous montrer maintenant en fait des degrés de précision de cette astrologie au niveau de la lecture du karma. Donc vous voyez ici, le zodiaque, il est composé des 12 signes qu'on connaît chez nous, mais comme je vous l'ai dit en premier, ce sont les 27 nakshatras qui sont tout autour. Et puis, donc, vous avez une première partie, en fait, les 4 premiers signes qui regroupent les 9 premiers nakshatras sont dominés plus par la force de créativité, de réalisation des désirs. Ici, les 4 autres, ou les signes et les 9 autres sont plus dominés par le guna tamasique, c'est-à-dire de puissance, de maintien d'un certain pouvoir. Et ici, on a les 4 autres gunas, qui est la force, on peut dire, d'élévation, d'universalité, qui correspondent aux 9 dernières nakshatras. Et à l'intérieur de chaque nakshatra, il y a 4 pieds. Donc au total, il y a 27 x 4, 108 pieds. Et chaque pied a une coloration particulière. Donc, il y a un degré de précision du zodiaque qui est extrême. Et certaines zones ont des caractéristiques particulières. Par exemple, si je prends le pied numéro 3 de Purva Falguni, ici, c'est un pied qui va favoriser nettement tout ce qui est artistique, d'une manière très forte. Si je prends le pied qui est ici dans le Verseau, le 4e d'Anishta, ici, ça favorise tout ce qui est scientifique. Vous voyez? Donc, en fait, chaque pied a une coloration unique qui nous permet de lire ce qui va plutôt nous orienter dans la vie, parce que dans l'astrologie indienne, les planètes, elles portent le nom de graha qui nous tiennent, et donc c'est par c'est comme si elles étaient les agents du karma, c'est-à-dire que ce n'est pas elles qui ont une puissance sur nous, mais à travers ce elles vont avoir une influence, une force que l'on peut plus ou moins prendre en fonction aussi de notre développement, on va dire personnel, de notre conscience de ces forces. Donc, plus on est conscient de ces forces, plus on peut s'extraire aussi du jeu karmique et faire les bonnes actions. Donc déjà aussi, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très simple à vous dire, c'est si dans la vie, on a une dimension, on est optimiste, si on a envie de partager avec un groupe de personnes qui est aussi optimiste, et si on a envie de mener une vie qui est le plus juste possible pour soi, pour les autres, on réduit considérablement toutes les configurations planétaires qui pourraient être négatives et qui traduisent le karma. En fait, il y a très peu de
configuration astrale qu'on appelle drida, c'est-à-dire très fixe, qu'on va retrouver sous plusieurs angles dans un thème, qui font que c'est inévitable. Tant que le karma n'a pas eu lieu, et il y a des possibilités de transformation. Et c'est là l'apport encore supplémentaire de cette astrologie, c'est toutes les techniques qui existent. Et là, il y a une infinité de techniques. On peut aussi en trouver, peut-être trouver, et ça va être l'objet aussi de nos recherches, de trouver celles qui correspondent le mieux à notre culture. Voilà. Parce que voilà, en Inde, il y a toute une partie qui est dévotionnelle, mais il y a aussi toute une partie qui est reliée à la psychologie, à la compréhension de soi. Donc une recherche, en fait, qui permet d'éviter de retrouver les mêmes schémas karmiques, de les transformer. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que le temps passe assez vite. Alors, on va... donc en fait, l'astrologie, pour résumer, védique, est vraiment un outil de prévision et de compréhension de la loi du karma qui est très précis, très efficace. Il y a donc déjà par cette connaissance du zodiaque, donc je vais parler de ces nakshatras qui sont reliés à des énergies qu'on nomme divinités. Et si on prend par exemple la nakshatra Shravana, elle est reliée à la déité Vishnu et Sarasvati. Donc, c'est des forces qui invitent à la connaissance. C'est une nakshatra de connaissance, mais une connaissance pour soutenir, maintenir l'univers, le protéger. Et donc, ça, c'est l'aspect de Vishnu. Et donc, en fait, toutes ces nakshatras sont reliées même aux histoires védiques qu'on retrouve dans les Puranas, qui sont les textes qui racontent la mythologie, les légendes indiennes reliées aux divinités, et qui, en fait, sont porteurs de connaissances ou de principes philosophiques, de principes profonds aussi. Et en fait, on peut dire même que toutes ces histoires puraniques racontées dans les Puranas sont, on peut dire, une forme de réalité qui peuvent affecter l'être humain. Et donc, si on reprend cette nakshatra de Shravana, elle est reliée à une histoire védique où Vishnu s'incarne en un nain, un petit nain, pour remettre de l'ordre parce qu'un roi a pris le pouvoir sur les trois mondes, mais d'une manière qui n'est pas juste. Donc ce petit nain, en fait, va, en obtenant du roi la promesse qu'il puisse avoir un tout petit terrain de la taille de ses 3 pieds, en faisant un pied, il prend toute la terre, un autre pied, tout l'espace, le ciel, et le troisième, il peut le mettre sur le pied du roi. Mais donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les personnes qui sont nées dans cette nakshatra, elles ont la capacité de pouvoir se déguiser, quelque part, être une autre. Donc, comme le petit nain, elles peuvent prendre une forme différente, plus humble, mais elles finiront par apporter même souvent des vérités qui ne sont peut-être pas admises au départ, mais qui vont être après appréciées. Vous voyez, donc je voulais vous montrer simplement que toutes les histoires védiques qu'on retrouve dans les Puranas, sont reliées aussi au zodiaque, et qu'à travers ça, on va pouvoir faire une interprétation très fine et très précise. Un autre exemple, dans la nakshatra Ardra, qui est la nakshatra qui est reliée au Rudra, qui est le dieu des animaux sauvages. Voilà. Si vous avez le maître de la maison 6, qui sont les animaux domestiques, dans cette nakshatra, il arrive fréquemment qu'on aime bien adopter des petits rats, des petits serpents, vous voyez, des animaux qui sont exotiques. Et si on a le maître de 11, qui est le double de 6, on va prendre des gros animaux domestiques. Il arrive qu'on ait des personnes qui, donc avec le maître de 11 dans la nakshatra Ardra,
vont avoir un léopard chez eux, voilà, ça arrive. Hein. Donc, c'est pour vous montrer, en fait, et c'est tout l'objet des recherches qu'on va faire dans cette université, c'est de rechercher tous les textes pouraniques, les liens avec les nakshatras, parce que je vais vous lire pour un, un extrait d'un livre que j'aime beaucoup, qui parle du Jyotisha. Donc, le Jyotisha est l'étude d'une vie entière qui embrasse également plusieurs autres disciplines, telles que la philosophie, la psychologie, la médecine, l'économie, l'astrologie, les rituels religieux et l'histoire, pour n'en citer que quelques-unes. Elle demande à ceux qui veulent s'y consacrer de trouver l'équilibre alchimique qui permet d'allier la logique à l'intuition, le pragmatisme à l'idéalisme, le réalisme à l'imagination et l'analyse à la synthèse. Voilà. Donc on voit que le Jyotisha, c'est une connaissance qui est très très large. D'ailleurs, elle s'appelle l'œil des Védas. L'œil, c'est pour voir clair, pour voir, mais là, c'est un œil qui permet de voir à l'intérieur, qui permet de comprendre la science du temps d'une manière générale, mais aussi de l'évolution, de comprendre ce regard qui va nous permettre d'avoir plus de conscience à chaque instant, et qui, en fait, est forcément relié à tout ce qui existe, donc forcément relié à toutes les disciplines. Et on peut voir qu'il y a à la fois, bien sûr, il y a dans l'interprétation quelque chose qui est relié de l'ordre de l'intuition, d'où l'importance pour l'astrologue d'avoir aussi dans sa vie une certaine pureté. Ça, c'était aussi une dimension qu'on pourrait aborder, qui est très importante de l'astrologie indienne ou védique. C'est l'importance, quand on est astrologue, d'avoir aussi, en général, les astrologues védiques, ils ont un amour pour les planètes. Peut-être parce que cet amour permet de comprendre les mystères de l'univers. Finalement, on se révèle, ou on se révèle à l'autre, dans une relation d'amour. Donc peut-être là, l'univers se révélera, et les mystères de l'univers se révéleront à nous dans cette dimension d'amour. Et donc plus l'astrologue va être dans une pureté, plus son interprétation pourra être juste. Donc ça, c'est une dimension aussi qui est très importante. Il faut en tenir compte aussi dans l'astrologie védique. Donc, mais on voit à travers cette phrase que je vous ai lue que toutes les sciences peuvent être reliées au Jyotisha. Ça fait partie de notre travail aussi de recherche et de partage avec vous, donc avec tous mes collègues. Ça sera toujours une dimension que on va partager avec vous. Donc, le temps passe vite, donc je vais résumer en quelques mots tout ce que l'astrologie védique peut apporter à l'Occident. Donc, selon moi, essentiellement, c'est cette connaissance du temps, connaissance des aspects du karma et la possibilité de aller au-delà de ces aspects karmiques avec une compréhension, je dirais, un élargissement de la conscience. Je crois que je vous ai dit l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Donc, l'astrologie védique nous rappelle que nous vivons toujours en lien avec le cosmos, et de respecter, d'avoir cette connaissance des cycles de l'univers, du rythme de l'univers. Voilà. Je crois que moi, je vais m'arrêter là dans cette présentation. Donc, j'espère que ça vous donnera envie
tous d'étudier l'astrologie, ne serait-ce que comme une connaissance universelle au service de tous. Se connaître soi-même, connaître l'autre, ça ouvre vraiment d'immenses perspectives. Vous pouvez commencer, par exemple, dès ce soir, parce que ce soir, là, à l'heure où je vous parle, on a la chance de voir 4 planètes d'une manière remarquable. Bon, ici, il fait beau, mais c'est un spectacle magnifique. Juste au-dessus de la maison là où je suis, il y a Saturne qui est avec Jupiter, et c'est un spectacle magnifique de voir ces 2 planètes et de voir chaque jour Jupiter qui se rapproche de Saturne, ce qui à mon avis sera une bonne nouvelle pour nous tous, pour l'humanité, parce que quand Jupiter va passer, qui est la planète de la prospérité, après la planète Saturne, qui est la planète des épreuves, je pense que peut-être ça ira mieux dans le monde. Ça va se produire à partir du 20 décembre, donc soyons optimistes, même si on traverse une période difficile. Il va le dépasser, il va traverser une zone où Jupiter, où il est très affaibli, mais il va gagner en force avec le temps. Donc, regardons les choses toujours d'une manière optimiste par rapport à ces cycles du temps. Donc, à partir du 20 décembre, déjà, souvenez-vous que Jupiter va dépasser Saturne et que quelque chose de meilleur nous attend. Le 17 décembre, c'est une date aussi très belle où vous verrez Lune, Jupiter et Saturne ensemble, une très belle conjonction. Et ce soir, on voit encore une belle conjonction qui vient juste de terminer, mais qui est Lune et Mars ensemble. Donc, quand vous voyez 2 planètes sont ensemble, ça donne une signification. Par exemple, Lune et Mars, c'est un yoga de richesse, un dana yoga, parce que la Lune va représenter notre mental et Mars va représenter le courage, la capacité toujours de se débrouiller, de faire quelque chose, donc en fait de trouver des réponses même si l'environnement est difficile. Donc c'est créateur de richesse. Vous voyez, donc l'univers c'est un mystère, mais il y a une dimension mathématique, mais il y a aussi une dimension poétique. Il y a une dimension en fait qui nous invite à finalement mieux se connaître les uns et les autres et à vivre ensemble dans l'harmonie. Voilà. De découverte. Et le prochain, il a lieu le 16 et 17 janvier. Il portera sur le Jyotish essentiellement, mais en lien avec aussi les autres sciences. Et ensuite, il y aura un séminaire sur le yoga et ensuite sur le bien-être dans la tradition védique. Alors, nous pensons mettre sur pied des formations vraiment pour étudier la matière, le Jyotisha, donc ou le sanskrit. Donc ça, on va vous proposer un programme à la rentrée prochaine. Voilà. Donc, et en fait, toujours dans cette, on a toujours une perspective de partage avec les autres sciences et aussi un partage de nos recherches. Par exemple, du coup, pour pas que on va s'arrêter peut-être avec les questions-réponses. Je vais vous présenter maintenant le séminaire du 16 et 17 janvier qui aura lieu en ligne. Donc, ce séminaire, il s'appelle Étoile de naissance et nature émotionnelle. Voilà, nature émotionnelle et nakshatra, en fait. Voilà. Et donc, il est ouvert à tout le monde. Hein. Franchement, on va aborder les connaissances de base, qui sont la présentation des 9 planètes, parce qu'on en aura besoin, et puis la présentation des 27 étoiles, 27 nakshatras. Voilà, ça c'est vraiment une base. Et à partir de ça, on va voir comment les nakshatras sont reliés à des aspects émotionnels et psychologiques, et elles seront classées
Et en fait, les nakshatras définissent, selon un certain ordre, les planètes qui nous sont, entre guillemets, dites bénéfiques ou maléfiques. Et là, ça, c'est l'étude de mes recherches. Je voudrais partager avec vous. Vous voyez, donc c'est toujours l'idée dans l'université védique de partager nos recherches qui sont en évolution. Et donc, de partager avec vous, dans les écrits védiques, on ne dit pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé pourquoi elle est maléfique, pourquoi elle est bénéfique. Et donc, il y a une idée que j'ai développée et que j'aimerais partager avec vous pour voir pour les différentes étoiles. En fait, on va les catégoriser en 9 et chacune est reliée à une planète qui va marquer la nature émotionnelle de la personne. Alors, ça concerne toutes les planètes parce qu'elles sont situées dans toutes les nakshatras, donc, mais celle de la Lune est intéressante, la plus intéressante à étudier. Et ça va marquer, donc si on est plus avec un mental solaire, quelles sont les attentes. Et donc mon travail, ça va être de partager avec vous comment, selon moi, pourquoi la planète peut être maléfique, pourquoi elle peut être bénéfique, et selon chaque type de nakshatra, donc il y aura 9 cas, et après à l'intérieur, il y aura des petites nuances, mais voilà, ce sera quelque chose de vraiment très intéressant et qui a pour but que chacun mène une réflexion sur soi-même. Donc il y aura toute la partie vraiment de connaissance, déjà les 9 planètes, les 27 nakshatras, mais je vais essayer de faire quelque chose avec des mots-clés très simples pour que ça reste vraiment accessible et ça ne va pas demander des connaissances avec où il faut mélanger les planètes. Ça sera vraiment une réflexion sur universelle sur ces nakshatras et le lien avec la psychologie dans un aspect et les émotions dans un aspect favorable ou défavorable, en ayant une réflexion sur le pourquoi. Voilà. Ce sera ma contribution. Alors, du coup, j'ai invité aussi mes collègues à vous présenter ce qu'ils vont vous proposer dans ce séminaire. Bien sûr, c'est en lien avec le Jyotisha. Donc, Satamuni et Revati. Donc, je rappelle que ce séminaire, c'est le 16 et 17 janvier. Ça sera en ligne. Ce sera notre première fois en ligne. Donc, puisqu'on ne peut pas vous accueillir ici, malheureusement, au jardin de Safran. Donc, c'est sûr, ça a lieu. Si vous voulez vous inscrire, c'est très simple. Il faut aller sur le site Veda Dharma Foundation. Et puis, vous pouvez donc, en ligne vous inscrire. Voilà, donc je passe la parole à Revati et Satamuni. Merci Varuna. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Donc, on s'est tous réunis donc, pour essayer de voir quel type de présentation on pouvait faire par rapport au sujet que nous proposait Varuna. Donc, c'est la nature émotionnelle des nakshatras, et donc une approche plus psychologique de l'astrologie. Donc, chacun avec nos compétences respectives, en fait, on va apporter un éclairage supplémentaire et qui fait vraiment écho à ce que disait Varuna par rapport aux moyens correctifs, en fait, pour corriger le karma. Donc là, ce sera plus du côté des émotions. Donc, on a exploré toutes les différentes dimensions de la psychologie védique, sachant qu'évidemment, elle a elle a un fondement en fait astrologique très fort en fait, et ça c'est vraiment confirmé par les recherches qu'on a pu faire. Donc on pourra vous développer sans doute des aspects dans chacun de nos domaines respectifs. Donc pour ce qui est du travail qu'on vous proposera avec Revati, on abordera surtout la question du lien avec les points Marma, sachant, comme donc pour ceux qui étaient là lors du précédent séminaire, vous avez présenté les points Marma comme étant le point d'ancrage en fait de toutes les influences, qu'elles soient astrologiques ou autres, enfin les influences cosmiques
énergétiques du macrocosme qui influencent en fait que ce soit nos émotions ou notre santé, etc., notre bien-être en général. Donc, on a abordé donc la question des émotions en rapport avec les points Marma. Alors, le gros challenge qu'on s'est posé, c'est d'arriver à placer ces points Marma par rapport à l'astrologie. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis 1 an et demi avec Revati. On sait que dans la tradition védique, ça existait. C'est-à-dire que, surtout dans la médecine des Siddhas, on a trouvé plusieurs sources qui affirment que ce lien entre les points Marma et l'astrologie était connu. On n'a pas trouvé de texte faute de traduction, parce que tout était en tamil, et encore, on ne sait même pas si ces textes-là sont complets ou exposent réellement, en fait, pour chaque pada du zodiaque, un point Marma, sachant qu'il y a 108 points Marma majeurs, bien sûr, il y en a plus, mais c'est 108 majeurs, et 108 padas. Donc, très vite, on se dit, bon, bah, il y a forcément une corrélation, une connexion entre les deux systèmes, ce qui est confirmé par donc des témoignages écrits. Donc, on s'est mis en tête d'arriver en fait à les positionner. Et donc là, puisque le sujet était sur les émotions, on s'est dit, bon, bah, on va avancer sur le sujet et on va prendre sous l'axe des émotions les points Marma qui sont connus pour leurs effets sur les émotions, sur la gestion des émotions. Est-ce qu'il y a moyen de trouver cette corrélation avec le zodiaque? Donc, voilà, ce sera une surprise pour vous. Ce sera une manière déjà de vous faire découvrir un savoir qui est inédit, mais qui nous reconnecte avec les origines védiques de ce savoir. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est nouveau dans la formulation et surtout dans la redécouverte des fondements en fait, de cette marmathérapie. Et puis, ça aura quand même de grandes conséquences. Déjà pour la gestion des émotions, c'est-à-dire on aura un outil supplémentaire pour cette gestion des émotions. Et puis, sur le côté aussi médical. Alors, tu veux peut-être parler par rapport à le côté psychocorporel, puisque c'est vraiment ta partie, c'est ta spécialité. Et oui, et donc on verra toute l'influence des planètes, des nakshatras sur le... En fait, c'est le lien entre les points Marma, les émotions. En fait, comment les émotions amènent à des troubles psychosomatiques, par exemple. Comment, en fait, toute maladie, elle a une racine émotionnelle. Et donc, en trouvant ce lien entre l'astrologie médicale et les émotions et les points Marma, on aura un outil très efficace pour pouvoir dire, ben voilà, quand il y a tel type d'émotion, voilà quel type de maladie on peut développer. Et quand il y a tel type de maladie, voilà le type d'émotion sur lequel il faut travailler. Enfin, voilà, d'arriver à faire ces connexions-là qui... la médecine psychosomatique, c'est quelque chose qui est connu aujourd'hui. Maintenant, les gens ne disent plus « ah, c'est nerveux ». Ils ont quand même une connaissance un petit peu plus affinée de ça. Mais là, ce qu'on va vous proposer, c'est quelque chose qui va encore plus loin. C'est-à-dire, il y aura la possibilité du prédictif grâce à l'astrologie et on verra vraiment les connexions entre l'émotion de base et la pathologie dans tout son développement. Donc, ce sera vraiment passionnant. Voilà. Donc, on va laisser la parole à Vishwajit pour la partie sanskrit. Merci beaucoup. Bientôt. Bonne soirée. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Alors, moi, ce que j'aurai à vous partager, ce sera plus simple, ce sera un petit peu plus court et plus simple. Donc, bien sûr, en lien avec l'astrologie, les nakshatras, le zodiaque, ce sera la correspondance des bija mantras, ce qu'on appelle les bija mantras, qui sont des syllabes germes, des syllabes très courtes. Ça fait partie, bien sûr, des upayas, des moyens correctifs, quand il y a des influences néfastes dans le thème ou dans l'astrologie. Donc, il y a des mantras assez longs, il y a des mantras plus courts.
qui peuvent souvent se résumer à seulement quelques syllabes, qu'on appelle des bija mantras, qui sont très concentrés en fait, et très précis. Et voilà, c'est ce dont je vous parlerai pendant le séminaire, principalement. Donc ce sera aussi une manière de comprendre l'influence de l'astrologie et d'agir. On peut agir physiquement avec les points marma, avec le psychocorporel, et on peut aussi agir par le son, par l'écoute ou la récitation de certaines syllabes des bija mantras. Voilà pour ma partie. Je laisse la parole à Pratnya. Bonsoir à tous. Donc, moi, j'interviendrai en relation avec l'Ayurveda. L'Ayurveda, qui est la science de la vie et même science de la longue vie, et qui met tout en œuvre pour que nous accomplissions vraiment notre chemin dans notre incarnation de la meilleure façon possible. Et qui a donc beaucoup de choses à nous dire en relation avec les émotions. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans des explications maintenant, donc on développera ça au mois de janvier. Et donc maintenant, je laisse la parole à Upendra. À Upendra. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, oui, vous m'entendez, c'est bon. Alors moi, ma partie, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde, vraiment. Bonsoir. Moi, ma partie, ce sera un petit peu plus, une mise en application, c'est-à-dire par rapport aux émotions, c'est d'avoir des outils pour développer des émotions positives ou atténuer des émotions négatives qui vont influencer notre état d'être. Donc, ce sera à travers des techniques principalement du yoga. Et je vous exposerai aussi une vision des émotions à travers ce qu'on appelle la rasa sadhana. Voilà. Donc, maintenant, je repasse la parole peut-être à Varuna. Je dis bonsoir. Merci. Voilà, donc c'est un aperçu de ce week-end qui va être très riche. Donc voilà, c'est un temps, on est ensemble pendant 12-13 heures, 4 demi-matinées, 4 demi-journées, 2 matinées, 2 après-midi. Et donc on sera vraiment très heureux de vous proposer ça au sein de l'Université Védique. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense qu'on vous enverra les documents aussi pour les inscrire à l'avance. Comme ça évitera des partages de documents trop difficiles pour moi. Et puis, voilà. Alors, je voulais aussi vous dire qu'on vous remercie de soutenir l'université déjà par votre écoute, votre présence. Merci de faire connaître aussi de peut-être d'autres personnes l'existence de cette université qui vraiment est là pour tous. Vous pouvez aussi soutenir l'université en faisant un petit don, voilà, par rapport à ce que vous avez reçu là aujourd'hui, ou en allant sur le site de Veda Dharma Foundation. Et voilà, tout en bas, vous pouvez faire un petit don direct. C'est une manière d'aider l'université à grandir, parce que voilà, on a plein de projets en fait. Et donc, je crois que là, on va terminer ce soir sur cela. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été présent. J'ai rien oublié. Voilà, donc, voilà. Alors, avec grand plaisir, on vous retrouve les 16 et 17 janvier pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, la prochaine visioconférence qui présentera le prochain séminaire a lieu, je crois, en avril. Voilà. Donc, vous serez informés si vous êtes abonné à la newsletter. Et là aussi, c'est sur le site Veda Dharma Foundation.
dans le site de Veda Dharma Foundation. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos. Alors bon, c'est en cours, là, on va reconstruire la première vidéo et puis peut-être aussi fournir avec d'autres vidéos en fonction de notre possibilité. Voilà. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée et merci d'avoir été présent avec nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Varuna. Merci.